Bonjour à tous et bienvenue dans cette session sur la jeunesse, acteur des progrès du monde. Je m'appelle Pauline Rossi, je suis professeure d'économie à l'École Polytechnique et j'ai été invitée par le Cercle des économistes pour coordonner cette session. Donc j'aimerais qu'on commence par s'interroger sur le sens que la jeunesse aujourd'hui donne au mot progrès. C'est peut-être pas forcément la même chose que ce que voulaient leurs parents ou leurs grands-parents. Donc quels sont les grands combats de la jeunesse aujourd'hui, leurs grands engagements? Pendant ces rencontres, on a beaucoup parlé d'écologie, on a également parlé d'inégalité, de démocratie, d'innovation technologique, de sécurité. Donc ça fait beaucoup de combats et je pense que la hiérarchie dans ces combats est peut-être pas la même selon son pays, son milieu d'origine, son genre. Et donc je suis très contente d'avoir un panel d'invités très divers aujourd'hui qui va nous permettre de rendre compte, je pense, de ces différents points de vue. Et donc une fois qu'on aura mieux compris ce que veulent les jeunes, j'aimerais qu'on se demande ce qu'ils font, donc quelles sont les formes de leur action, comment se mobilisent-ils, avec quels résultats. Sur le plan politique, on voit des actions plus ou moins radicales. Par exemple, ça va des marches pour le climat en Europe, aux grandes manifestations pour la défense de la démocratie en Asie, en passant par des soulèvements populaires contre la pauvreté et l'insécurité en Afrique, qui ont parfois mené à des coups d'État qui ont amené une génération toute nouvelle au pouvoir. Donc on voit que quand on parle d'écouter la jeunesse, tout le monde est d'accord, mais quand la jeunesse demande un vrai pouvoir politique, les choses sont un peu plus compliquées. Après, en dehors de la sphère politique, il y a d'autres moyens d'action. Je pense à l'entrepreneuriat et puis à l'art et la culture qui permettent aussi de transformer la société. Et donc, j'aimerais que nos intervenants nous donnent différents exemples tirés de leur parcours qui permettront d'illustrer, là encore, la diversité des moyens d'action. Voilà. Donc, je laisse la parole à Nicolas Dose. Alors, nous serons avec 4 intervenants aujourd'hui. Lily Kong sera en visioconférence avec nous depuis Singapour. Elle est présidente de la Singapore Management University. Elle a mené beaucoup de recherches sur la transformation urbaine, sur les changements sociaux, les changements culturels. Elle a écrit de nombreux ouvrages sur des quantités de thématiques, notamment le patrimoine urbain, l'identité nationale, la ville intelligente, l'éducation. Nini Nora, à ma droite, et a représenté la Finlande lors de la conférence pour l'avenir de l'Europe qui s'est ouverte le 9 mai 2021 et refermée le 9 mai 2022. Il y a eu 300 mesures concrètes qui ont été proposées à l'issue de 40 000 à peu près collaborations. Elle était membre de l'Assemblée plénière, Nini, et elle a participé au groupe de travail qui était concentré sur les questions de droit et les questions de valeur. Elle est également journaliste dans un magazine qui s'appelle Tadisto, spécialisé dans la politique européenne. Nabil Ayouch, qui va commencer dans un instant, il est réalisateur. Son premier long métrage, c'était en 1997. Il représentait le Maroc aux Oscars. Le dernier long métrage remonte à 2021. Il s'appelle Haut et Fort et il est consacré aux jeunes de banlieue et au hip-hop comme moyen d'expression. Il a été présenté au Festival de Cannes 2021 et puis Nabil Ayouch a également ouvert plusieurs centres culturels dédiés aux jeunes. Le premier, c'était à Sidi Moumen. Je ne suis jamais allé à Casablanca, mais c'est un quartier de Casablanca, je crois, Sidi Moumen. Il en existe un désormais à Tanger, à Agadir, à Fès et Marrakech, le dernier, qui avait le jour en 2021. Et puis Omar Victor Diop, qui est avec nous. Il a commencé sa carrière après le SCP en étant dans un parcours traditionnel de grandes entreprises et il en est sorti juste à temps pour devenir artiste, photographe. Il a connu un grand succès aux rencontres de Bamako, c'est la biennale de la photographie africaine, c'était en 2011 et il va nous l'expliquer, mais Omar Victor Diop a la conviction que l'art est probablement le seul dialogue immortel entre les individus. Et puis donc la session est co-animée par Pauline Rossi, qui a été invitée à cette fin par le Cercle des économistes. Alors intuitivement, quand on suit l'actualité, on se dit, bon, la jeunesse aujourd'hui, elle veut donner du sens à son travail. Elle veut un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Elle veut que le monde soit beaucoup plus décarboné. Elle pense malheureusement que la grande promesse du capitalisme, tu vivras mieux que tes parents, ne sera probablement pas tenue. Et elle commence d'ailleurs à l'exprimer dans les urnes. Elle est sensible à la justice sociale, elle est sensible au partage de la valeur. Et elle vit dans des pays riches où le rapport s'est inversé entre les vieux et les jeunes. Aujourd'hui, ce sont les vieux qui ont l'argent et ce sont les jeunes qui n'en ont pas.
Et la France a un taux de pauvreté 2 fois inférieur pour les retraités comparé au reste de la population. Alors récemment, d'ailleurs, on a vu certains jeunes l'exprimer de manière un petit peu brutale, un petit peu caricaturale, à commencer par cette poignée de diplômés d'AgroParisTech qui, publiquement, lors de la remise des diplômes, a fait un bras d'honneur à son diplôme, a fait un bras d'honneur à sa formation, a fait un bras d'honneur au système dans lequel elle vit, a fait un bras d'honneur au monde développé dans une démarche un petit peu Woodstock. Donc c'est très bien de revendiquer, c'est très bien de protester, c'est très bien de s'indigner, c'est très bien de rejeter, de dénoncer, mais il y a un moment, il faut faire quelque chose. D'où la question qui nous est posée aujourd'hui, la jeunesse, acteur du progrès. Et on a donc ces 2 questions, que veulent-ils les jeunes, mais que font-ils aussi? On commence avec, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, quel est votre avis, Nabil, sur la première des questions qu'on pose aujourd'hui? Et Dieu sait si vous êtes proche des jeunes, avec ces centres culturels dont j'ai parlé, qu'est-ce qu'ils veulent? Je crois que c'est la grande question que se pose le monde adulte aujourd'hui. J'ai envie de dire même le grand fantasme ou la grande obsession, c'est de savoir ce que veut la jeunesse. Et c'est une question qui est de plus en plus cruciale, vu les grands défis auxquels cette jeunesse va être confrontée, et déjà confrontée. C'est une question qui est de plus en plus obsédante et qu'on a de plus en plus de mal à définir. Et on peut comprendre pourquoi. Cette jeunesse aujourd'hui, en effet, elle s'est pour beaucoup radicalisée dans des mouvements divers et variés, et elle est dans une position de rejet, de refus pour une grande partie d'entre elles. Je crois qu'elle a bien compris que la politique politicienne ne menait à rien, donc on le voit dans les dernières élections, que ce soit ici en France, au Maroc ou ailleurs, avec des taux de participation historiquement bas. Il y a de ce côté-ci une espèce d'abandon finalement de ce combat politique qui prend d'autres formes de combat politique. Et face à ce désenchantement, eh ben, elle est obligée de se réinventer. Et la première chose, je crois, dont cette jeunesse a envie, c'est qu'on lui redonne des raisons d'y croire. Et ça, c'est pas évident aujourd'hui. Moi, il y a de plus en plus de jeunes autour de moi qui me disent « je veux pas avoir d'enfant ». Ma fille... Nabil, qui est on? C'est le dirigeant politique? C'est le réalisateur? C'est l'artiste? On lui redonne. Qu'on lui redonne, nous, la société, dans son ensemble. Ah. Oui. Ma fille, par exemple, qui a 22 ans aujourd'hui, me dit « Papa, moi, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. » Pas plus tard que la semaine dernière. Et c'est pas la première, hein. Il y en a beaucoup, de plus en plus. Je vois mademoiselle qui acquiesce. Vous aussi? Eh ben voilà. Donc ça, c'est terrible pour quelqu'un de ma génération d'entendre son enfant lui dire ça. Terrible, c'est dur. Et pourtant, c'est une réalité à laquelle on doit faire face. Voilà, à laquelle on ne peut pas se voiler. Il y a aussi d'autres jeunes qui décident de prendre le maquis, au figuré évidemment, qui décident de rentrer en dissidence, qui décident que le mainstream ne mène à rien. Donc on va se radicaliser. Qu'est-ce que aujourd'hui nous pouvons offrir à cette jeunesse comme perspective pour le monde de demain? Qu'est-ce qui va lui permettre de se projeter déjà mentalement et d'imaginer à quoi va ressembler le monde dans lequel elle va vivre demain? Je crois que c'est véritablement la grande question à laquelle aujourd'hui on est confronté et face à laquelle on est complètement démuni, parce que je pense que le gap qu'il y a entre ma génération et la génération de ma fille, par exemple, est beaucoup plus important que celle quand ma génération et la génération de mes parents. Je crois qu'on a beaucoup plus de mal aujourd'hui à comprendre la jeunesse que nos parents avaient du mal à nous comprendre. Et plus ça va, plus ça s'accentue. Et c'est en grande partie, pas seulement évidemment, mais en grande partie dû à cette plaie que sont les réseaux sociaux qui auraient pu, parce que c'est quand même une belle invention, il faut le dire au début, qui auraient pu jouer leur rôle d'union et de réunion, de discussion, de dialogue interplanétaire, et qui aujourd'hui, malheureusement, depuis quelques années, ont complètement dévié. Et on fait en sorte que cette jeunesse, on contribue à enfermer cette jeunesse dans un monde de l'immédiateté, dans un monde de l'impatience, dans un monde dans lequel lire un livre, prendre le temps, voir un format long, un film d'1h30, 2 heures, est devenu quelque part un exploit, est devenu quelque chose à laquelle
vers laquelle on a de plus en plus de mal à se confronter. Alors les séries télé ont pris le relais, alors les petits clips sur YouTube, sur Snapchat ont pris le relais. Et donc cette jeunesse, elle vit aujourd'hui à un rythme effréné, elle vit dans cette impatience de plus en plus grande de savoir qu'est-ce qui va arriver, de quoi l'avenir sera fait et quelle va être sa place. Moi, je suis très à l'écoute de la diversité de cette jeunesse. Et d'ailleurs, votre question, elle est assez large, parce que cette jeunesse en Europe, en Afrique ou en Asie, elle a des aspirations très diverses et variées, vous pouvez l'imaginer. J'ai la chance d'être des deux côtés de la Méditerranée, puisque je suis né et j'ai grandi en France. Et il y a une vingtaine d'années, j'ai fait le move pour aller vivre au Maroc. Et je me suis inspiré, en fait, d'un exemple de mon enfance que j'ai vécu et qui m'a probablement permis et donné envie de faire de la réalisation plus tard, de faire des films. C'est une MJC, une maison de la jeunesse et de la culture, à Sarcelles, en banlieue parisienne, où j'ai appris à regarder le monde, j'ai appris à construire, en tout cas, mon regard, mon point de vue. Et à travers les arts et à travers la culture. Et cette jeunesse du Maroc, que je côtoie aujourd'hui tous les jours, effectivement, dans ces centres, je me suis rendu compte qu'elle avait une soif de culture, une soif de récit personnel à raconter. Parce que je pense que c'est ça qui lui manque, finalement. C'est de lui donner les armes et les outils pour raconter les propres récits de son existence, pour que d'autres ne viennent pas les raconter à sa place, et que surtout, ils se sentent véritablement ancrés là où ils vivent, et que des drames tels que ceux qu'on a pu observer récemment à la frontière entre le Maroc et l'Espagne, à Melilla, où 23 migrants sont morts en voulant passer de l'autre côté de la barrière pour venir ici en Europe, ne se reproduisent pas. Terrible, terrible. Et pourtant, ça arrive de plus en plus. Cette jeunesse africaine qui pense que son territoire n'est plus son territoire historique n'est plus son territoire d'aujourd'hui, et que le récit, il est allé à chercher ailleurs. Et c'est finalement, je pense, à l'écoute de cette jeunesse-là qu'il faut être aujourd'hui. Merci beaucoup, Nabil. Pour compléter ce que vous disiez, j'ai entendu effectivement des jeunes dire « je ne veux pas d'enfants ». Et j'ai même maintenant entendu des parents dire « mais quel monde on va leur laisser ?» Et j'ai jamais entendu mes parents me dire « quel monde nous allons te laisser ». Donc les choses changent. Je me tourne vers vous, Omar Victor Diop, avec exactement la même question. Qu'est-ce que vous observez? Comment vous analysez la façon dont les choses évoluent? Peut-être pas forcément que en mal, d'ailleurs. Alors, c'est très facile de parler après Nabil. En fait, il y a un sentiment et un constat. Il y a un sentiment et un constat d'impuissance. Effectivement, les jeunesses, je dis bien les jeunesses parce que ce n'est pas un monolithe, mais les jeunesses que j'ai pu côtoyer en Afrique subsaharienne ont tous ce sentiment finalement d'être un peu laissés pour compte, ce qui est assez paradoxal parce que près de 60% de la population a moins de 25 ans. C'est vraiment la terre des jeunes, l'Afrique. Mais dans les années 70, 60 et 80, aux instances de décision, les jeunes étaient très peu ou pas du tout représentés. Et face à ce constat, ce sentiment que les choses se décident ailleurs et que les choses se décident intramuros par les plus âgés et aussi des puissances, je dirais pas occultes, mais en tout cas pas toujours visibles, il y a deux réactions. Il y a un sentiment de profond désespoir qui pousse beaucoup à tenter le tout pour aller ailleurs, parce qu'ailleurs, surtout maintenant avec l'Internet, ça a toujours l'air plus propice à une vie meilleure. Mais il y a aussi ceux qui ont encore l'espoir et les moyens de prétendre à des choses différentes. Je pense que ce sera l'objet de la deuxième question. Mais c'est vraiment la jeunesse veut être vue. La jeunesse veut être entendue. La jeunesse veut juste prendre sa place finalement. Au-delà de l'aide et de l'attente vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des instances qui décident et de la coopération étrangère, la jeunesse veut s'exprimer et participer à la conversation nationale et aussi continentale, parce que l'Afrique, contrairement à ce qu'on pense, l'Afrique est très intégrée, en tout cas du point de vue institutionnel. On décide à 54, beaucoup plus qu'on ne le croit.
Et dans ces forums-là, les jeunes veulent avoir leur place et peser beaucoup plus lourd, et de ce fait influer sur les problématiques du moment, l'environnement, le renforcement ou la sauvegarde des démocraties, et aussi le développement économique, bien entendu. Surtout, Omar Victor, vous êtes sur un continent où la jeunesse est dominante. Tandis que nous, ce sont les vieux qui dominent chez nous. Hein. Les choses se sont sacrément inversées. La jeunesse, elle est chez vous. Hein. Oui, la jeunesse est effectivement chez nous d'un point de vue purement démographique. Mais quel impact cette jeunesse a, c'est la question du moment. Ça a toujours été la question d'ailleurs. Mais souvent, dans les années 70 et 80, les mouvements qui venaient de la jeunesse étaient tués dans l'œuf ou récupérés politiquement. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup moins dupes. Et ça se traduit dans les actions qui sont entreprises, et on en parlera tout à l'heure lors de la deuxième question. La question suivante sera consacrée justement aux actions, parce que comme je le disais, c'est bien de déchirer son diplôme de grande école d'ingénieur, mais encore faut-il faire quelque chose, et aller s'installer à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes n'est pas forcément très constructif. Nous sommes en ligne, si tout va bien, Pauline, avec Lily Kong depuis Singapour. Est-ce que Lily est avec nous? C'est pas certain. Yes, you do. Can you hear me? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, bienvenue Lily, merci. Donc vous avez 5 minutes avec nous. Vous avez la parole. What you said? What do you... Qu'est-ce que vous voulez dire à propos de la première question? Merci de me donner cette occasion tout d'abord. Je suis ravie de pouvoir participer depuis le Singapour un dimanche après-midi. J'ai écouté les deux intervenants précédents et ce qui me frappe, c'est comment au Singapour, nous sommes dans un monde un peu irréel, un monde en tout cas qui est différent. Ce qui se passe au Singapour n'est pas vraiment caractéristique de ce qui se passe partout en Asie. Mais ce que je vais dire s'applique à une partie de l'Asie. L'Asie est un continent en croissance économique. L'époque est intéressante d'un point de vue culturel. Il y a une classe moyenne en croissance. On voit ça ici et dans le reste de l'Asie. La croissance est considérable depuis une décennie. Il y a eu la pandémie mondiale qui a un peu ralenti la croissance, mais je dirais qu'il s'agit d'un continent où les jeunes, la jeunesse, a des possibilités de croître parce que l'économie croît depuis très longtemps, à part les 2 dernières années. C'est un continent où les jeunes ont l'impression d'être autonomisés. On entend leur voix, ils veulent faire la différence. Il y a bien sûr des questions qui sont importantes pour eux. Alors, ils ont consacré leur temps sur ces questions. Donc, il y a des jeunes qui sont préoccupés de la terre durable, de l'environnement, de ressources durables, de questions diverses. Mais ce qui les intéresse, c'est la question de communautés durables et résilientes. Donc, ils s'intéressent à l'inclusion. Ils veulent des sociétés inclusives, des communautés inclusives. Ils en parlent. Et les jeunes veulent s'assurer que les populations marginales et marginalisées sont incluses, y compris les populations qui vivent avec un niveau de misère très élevé ou qui vivent avec des problèmes mentaux. Ce sont les questions qui intéressent nos jeunes. Ils veulent participer à travers des mouvements de jeunesse ou à travers un travail de bénévolat communautaire ou à travers le développement d'idées, d'innovations qui peuvent faire la différence. Donc, ces jeunes s'intéressent à beaucoup de questions qui sont importantes pour l'économie et la société et la politique. Ces jeunes
veulent être entendus. Au Singapour, c'est quelque chose qui est activement encouragé grâce à de nombreux dialogues menés par le secteur public, mais menés également par le secteur privé, des organisations qui veulent contribuer à la société. Et il y a le secteur du peuple également, les organisations non gouvernementales qui recrutent des jeunes au sein de leur organisation. Donc, ce que je dis diffère des autres messages des intervenants précédents, mais j'espère que cela va ouvrir le débat. Thank you, Lily Kong. And the same. Merci, Lily Kong. Les mêmes questions, Lily Nora, pour fermer cette première session. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, on l'a dit déjà, mais les jeunes ne devraient pas être traités comme un groupe homogène. Il y a une diversité d'avis. Et bon, je pense que si vous avez suivi le discours politique, je pense que il y a une demande de durabilité parmi les jeunes, surtout en ce qui concerne les questions climatiques, et on peut appliquer la même logique à l'économie. Même si les jeunes ne savent pas comment demander la durabilité économique, les jeunes devraient le faire pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Donc, je fais beaucoup de débats sur la politique européenne, mais j'ai passé beaucoup de temps sur les questions économiques, surtout dans le cadre de la Banque centrale européenne. J'ai parlé de la monnaie euro. Donc, il y a eu des économistes comme Martin Freeman qui nous ont averti que ce serait une victoire politique et pas économique en parlant de l'euro. La Banque centrale européenne a dû sauver la zone euro. Donc après, il y avait Mario Draghi qui a parlé de quoi qu'il en faut. Donc, des situations non conventionnelles font appel à des actions non conventionnelles, non traditionnelles. Il faut la bonne mentalité. Moi, je pense que les mentalités existantes, donc les personnes responsables ne vont pas devoir accepter les responsabilités, mais ces responsabilités vont être prorogées et il va falloir que les nouvelles générations acceptent ces responsabilités. Donc, si on prend la politique monétaire, les jeunes méritent de la transparence. On ne peut pas juste choisir le côté qu'il faut écouter. Il faut de la croissance économique en Europe. J'entends parler les gens qui disent qu'il faut être numéro 1 en termes d'innovation. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter les termes d'un marché lucratif en Europe? Parce que si ce marché n'émerge pas ici, il va émerger ailleurs. À une époque, on pensait qu'on ne pouvait jamais avoir des téléphones qui pourraient accéder à l'Internet. Et il faut également penser aux règlements qui impactent le marché. Même si ces règlements sont conçus pour nous protéger, ces règlements sont parfois tellement stricts qu'ils empêchent de nouveaux concurrents de rentrer sur le marché. Donc, je pense que les jeunes méritent de l'honnêteté et il faut une vision claire. Il faut renoncer à cette à ces politiques réactives. Il faut apprendre des erreurs du passé. Il faut apprendre il ne faut pas être enraciné dans ce fantasme européen. Il faut faire face aux faits. Cela peut coûter cher, sinon aux futures générations et aux jeunes de nos jours. Pauline, on est à mi-parcours de nos échanges. Ils nous veulent du bien, hein, tous ces jeunes, visiblement. Hein. Ils sont gorgés de bonnes intentions. Pardon ?
ceux de Singapour, apparemment, oui. Oui, je vois, ouais. Non, mais il y a des traits communs dans tout ce que vous avez dit, en dépit des zones géographiques très, très éclatées qu'on a la chance de pouvoir représenter avec nos 4 intervenants du jour. On passe à la deuxième question. Nabil, parce que je dis c'est bien de faire des bras d'honneur au système et de jamais être content et d'imaginer que tout va arriver comme ça, mais il y a un moment, si on veut aller de l'avant, il faut être aussi un petit peu acteur de ses convictions. Non, je suis d'accord qu'effectivement, toute forme de théorie nihiliste, ce n'est pas une solution. Renverser la table non plus, mais en même temps, c'est pour moi un premier temps de réaction en attendant le second. C'est une façon de dire, les amis, ce que vous nous avez promis n'est pas sur la table, soit à notre entrée dans le monde, soit à notre entrée dans cette école. Aujourd'hui, on attend que vous soyez un peu plus en phase avec les promesses du monde. Voilà. Et ça, on doit l'entendre. Hier soir, j'ai assisté à un concert extraordinaire, ici. Vous aussi. Alors, l'après-midi, j'étais à tous les panels, toutes les tables rondes. On était ensemble d'ailleurs à l'une d'entre elles, à écouter ces économistes, ces grands patrons nous raconter le monde et les problèmes du monde et leur manière peut-être de les solutionner. C'était parfois passionnant, parfois déprimant, parfois assommant, parfois plein énergisant. Mais en tout cas, quand on ressort de ça, effectivement, on est à la fois très riche et plein de questions. Et puis, à 22 h, il y a Marcus Miller qui débarque sur la scène avec son quartet. Et là, il emporte tout. Il emporte tout. C'est-à-dire que véritablement, il est rentré, il a pénétré en moi, dans mon cerveau, dans mon âme. Et il y a eu une vertu, mais complètement curative. Et quelque part, j'ai trouvé du sens à ma venue dans ces rencontres hier soir, pleinement en entendant ce monsieur. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que dans ces centres culturels dont vous parliez tout à l'heure, qu'on ouvre à Marrakech, à Fès, à Tanger, à Casa, à Agadir, bah cette jeunesse, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'empare de son destin. Elle prend son destin en main tout simplement à travers les arts. On a commencé avec plein d'obstacles, avec des parents qui étaient très dubitatifs sur ce qu'on allait apprendre à leurs enfants derrière ces hauts murs, est-ce qu'on n'allait pas contrevenir à l'éducation qu'ils leur ont donnée, aux grands principes de grandes valeurs qu'ils leur ont inculquées. Est-ce qu'on n'avait pas dévié leurs enfants? Donc ça a été difficile en termes de médiation culturelle sur place pour les équipes de s'imposer et de ne pas donner l'impression que c'était une culture qui venait d'en haut, mais que c'était une culture populaire. Et finalement, on y est arrivé. On est parti avec 10% de filles, 90% de garçons. Aujourd'hui, je suis plutôt fier, sans populisme aucun, de dire qu'on est à peu près à 50% de filles et 50% de garçons, parfois même plus de filles que de garçons, de toutes tendances différentes. Il y a des voilées, il y a des filles extrêmement libérées, il y a pareil pour les garçons, il y a des conservateurs. Enfin, tous les courants, toutes les pensées sont brassées dans ces centres avec une volonté très très forte, en tout cas c'est ce que je sens, de sortir des dogmes que leurs parents, leurs grands-parents et que la société a dessiné pour eux depuis plusieurs générations maintenant, d'envoyer balader les dogmes et de rentrer de plein pied dans la modernité grâce aux arts, de raconter leurs histoires, de raconter d'où ils viennent, à travers le théâtre, la danse, la musique, les arts plastiques. Vraiment, c'est très très beau à observer la manière dont ils se raccrochent à ces centres comme une bouée de sauvetage, comme une question de vie ou de mort, comme s'il y avait quelque part un petit îlot de verdure au milieu du béton. C'est puissant. Le hip-hop, par exemple, qui est véritablement l'art d'expression populaire par excellence de la jeunesse aujourd'hui, ce qui fait l'objet de mon dernier film dont vous avez parlé tout à l'heure, Nicolas, haut et fort. On a là quelque part un champ d'expérimentation et un champ d'expression fabuleux pour cette jeunesse. Et c'est ça qu'elle veut, c'est d'être capable de se projeter, c'est d'être capable quelque part de dessiner elle-même le monde de demain et que les adultes n'ont pas été capables de dessiner pour elle. Et je pense qu'elle en a aujourd'hui les moyens, et je pense au-delà de ça surtout que c'est finalement les seuls capables de faire ça, et que l'art, et encore une fois l'exemple d'hier nous l'a prouvé, est là pour nous en faire la formidable démonstration. J'imagine. Omar Victor Diop, j'imagine que le témoignage
de Nabil sur sa soirée d'hier à partir de 22 h vous va droit au cœur. Absolument, absolument. J'espère que je partagerai toujours des panels avec toi, Nabil, et que je serai toujours en position après toi, parce que tu me facilites la tâche. Bonne pioche. En fait, je suis tout à fait d'accord. La culture est une avenue phénoménale, parce qu'on n'a pas toujours besoin de grand-chose pour créer. Et une œuvre, une fois qu'elle est créée, elle va très loin, elle vit sa propre vie. Et l'entrepreneuriat culturel, la professionnalisation de la chose culturelle est vraiment quelque chose qui se passe au Sénégal. Je citerai pour exemple l'association Afri-Culture Urbaine, qui a été fondée par un rappeur des banlieues dakaroises, Matador, et en fait c'est parti d'une action humanitaire pour venir en aide à des familles qui souffraient d'une inondation record, très certainement due au réchauffement climatique. Et c'est devenu un créateur d'emplois. Plus de 1000 emplois ont été créés. C'est un lieu où on professionnalise la chose hip-hop, une école de DJ et de DJ féminine qui s'exportent en Afrique de l'Ouest. Des carrières se font aussi bien sur scène que derrière la scène. Et c'est grâce à des actions comme ça qui partent d'une idée, d'un groupe d'amis et qui deviennent des choses assez importantes pour après être soutenues. Parce qu'il y a du soutien aussi. La jeunesse n'est pas complètement abandonnée. Il y a la Social Change Factory de mon très cher ami Sobelngom, qui est d'ailleurs là. Qui est aussi un incubateur d'idées qui crée des opportunités et qui encadre les idées jusqu'à ce qu'elles deviennent des actions. Et tout se fait sur le continent. Il y a le rôle important des diasporas africaines qui reviennent, qui prennent leur place aussi. Et les jeunes générations sont décomplexées. Elles n'essaient pas de faire comme à New York ou comme à Paris. L'intérêt dans la prise de contrôle dans la narration, quand on commence à raconter sa propre histoire, c'est vraiment là qu'on a le pouvoir. Et je suis vraiment très fier des choses qui s'entreprennent. Dans l'environnement aussi, il y a un retour vers l'agriculture. Beaucoup de jeunes essaient de retourner à la terre. Et le paradoxe qui fait que l'Afrique est une réserve de terre arable, un continent qui est qui est le moins dense en termes de population, contrairement aux idées reçues. Je pense que si on arrive à sauver nos terres arables de certaines puissances étrangères, il y a aussi là un potentiel incroyable. Vous ne me ferez pas dire à qui je pense, c'est pas l'objet, c'est pas l'objet de mon propos. Et sur la chose politique aussi, on a au Sénégal une façon assez particulière de le faire, c'est que on va dans la rue, les jeunes sont vraiment la garde. Il y a le mouvement Y en a marre, il y a le ballet citoyen au Burkina Faso qui met la pression avant les élections. Mais la particularité sénégalaise, c'est que le jour des élections, la jeunesse, elle va voter. Elle n'attend pas les résultats à la télé. C'est ce qui fait qu'on a toujours choisi nos présidents. Je suis très fier de le dire et c'est très chauvin, mais c'est une réalité. Donc la jeunesse a besoin d'être encouragée. Elle n'a pas forcément des leçons à recevoir. Mais s'il y a ici des personnes qui veulent rejoindre le combat, c'est justement dans l'apport du comment. Le quoi faire, je pense qu'on a une idée de où on veut aller, mais comment le faire d'un point de vue, organiser les associations, apporter les compétences et sortir un peu du canal État vers les groupements ou coopération vers les groupements et aller directement soutenir ces entrepreneurs de la culture, de la promotion de l'environnement. Je pense que c'est là où un impact peut être obtenu et il y a déjà des choses qui se font. Lily Kong from Singapore. You have 5 minutes. Il vous reste 5 minutes pour adresser la deuxième question. Que font les jeunes pour aller de l'avant? Merci de m'avoir passé la parole. Comme je l'ai dit auparavant, la jeunesse s'intéresse à une société inclusive, une planète durable, etc.
Et moi-même, je suis à la tête d'une institution d'éducation et je crois dans le pouvoir de l'éducation. Grâce à l'éducation, en fait, quand je parle d'éducation, je ne veux pas dire juste de l'enseignement dans la salle de classe, mais l'éducation dans son sens plus large, que nous donnons des valeurs aux jeunes, on les aide à trouver des manières de s'exprimer, on leur trouve des avenues pour faire des choses qui font la différence dans la société. Et je peux citer quelques exemples de ce que nous faisons à notre université à Singapour. Je suis fière de nos étudiants. Eux, ils prennent leurs compétences, ils les déploient dans la communauté pendant la pandémie, lorsque les vendeurs d'alimentation dans la rue faisaient face à des gros défis à leur gagne-pain, puisque les gens ne sortaient plus pour acheter de la nourriture au food truck, comme ils le font habituellement. Alors, ces anciens vendeurs de rue étaient dans une telle difficulté. Alors, nos jeunes sont sortis pour les aider à créer une présence numérique pour que les citoyens pouvaient passer commande grâce à une appli. Et ils ont développé pour ces vieux vendeurs des systèmes de livraison. Donc, les jeunes peuvent déployer leurs compétences au bien de la communauté. Tout ceci est possible grâce au bénévolat. Pendant la pandémie, les jeunes ont vu qu'il y a tellement d'emballages utilisés pour les systèmes de livraison. Il y a beaucoup de déchets plastiques qui ont été générés. Maintenant, nos jeunes se rassemblent pour développer des systèmes, des idées pour collecter ces plastiques afin de le recycler et le réutiliser. Il y a quelques anciens étudiants de mon université qui ont démarré la première start-up en Asie du Sud-Est qui aborde la situation des déchets plastiques. Ces anciens étudiants créent des couverts mangeables, consommables, faits de graines et autres. Donc, les gens mangent leur repas grâce aux couverts et puis ensuite, ils peuvent manger les couverts. On a fait un partenariat avec des grandes cuisines pour monter en échelle au niveau de cette production. Un autre exemple, il y a des anciens étudiants qui avaient commencé une solution à deux problèmes grâce à une technologie pour recycler les déchets plastiques qui donnait une matière de construction pour les routes. Donc, nos anciens étudiants développent des start-up avec des idées vertes qui peuvent être mises à l'échelle, qui peuvent aider non pas seulement l'environnement, mais aussi les communautés à la marge de la société. En tant qu'institution d'éducation, nous avons la responsabilité de fournir aux jeunes les outils, les plateformes pour s'exprimer, pour qu'ils fassent la différence dans la société. Mais je souhaite également dire, et c'est ma dernière phrase, très souvent, l'énergie, l'enthousiasme de la jeunesse peut être mal approprié. Je pense à certains jeunes qui défendent corps et âme l'environnement, qui demandent des initiatives. Ils demandent aux universités, par exemple, à se séparer de leurs actifs. Alors, l'université a la responsabilité de leur expliquer que le changement n'est pas aussi simple. Se débarrasser d'actifs ne mène pas forcément aux objectifs souhaités, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réallocation de ces actions ou de ces actifs vers d'autres personnes dans d'autres pays qui ont peut-être moins de scrupules. Donc, il faut une éducation sur les nuances de la politique pour que leur activisme ne soit pas que beaucoup de bruit sans résultat. Ce n'est pas utile si les jeunes font un activisme de la performance, donc faire beaucoup de bruit,
beaucoup de demandes de réclamation sans vraiment comprendre les implications de chaque acte et geste. Et si ces actes et gestes vont vraiment produire le résultat escompté. Donc, en tant qu'institution éducationnelle, nous avons l'opportunité de fournir cette éducation. Nous pouvons fournir également les plateformes nécessaires pour encourager les jeunes à bien déployer, mettre en œuvre leurs idées pour le bien de tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lily Kong. Nini, voulez-vous fermer le débat avant la conclusion? Je suis entièrement d'accord avec la dame qui vient de parler, Madame Lily Kong. Selon les sondages et les données que nous avons récoltées en Finlande, les jeunes se désintéressent de plus en plus des élections, des partis politiques. Ça ne veut pas dire qu'ils se détournent de la prise de décision. Ça veut dire qu'ils ont leur propre plateforme sur les médias sociaux, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mais c'est peut-être bien, puisque on s'écarte des partis politiques qui divisent la société. Mais aussi, on a bien sûr un point de vue sur ce bruit sans action et comment ça peut être traduit dans la réalité. Parce que cette génération a grandi avec beaucoup d'informations à disposition. On assimile pas mal d'informations. C'est peut-être difficile pour les générations plus âgées. Elles ne se rendent pas compte de la quantité d'informations disponibles. Mais avec cette abondance, il faut être un peu polémique, un peu simpliste pour attirer l'attention. Mais malheureusement, ces questions nuancées, style changement climatique, l'économie, la société, etc., ne peuvent pas être résumées dans une tweet, par exemple. Mais je suis sûre que ceci impacte notre façon d'avoir une conversation dans la vie réelle. Est-ce que vous, les jeunes, est-ce que vous avez vu ces films sur le lycée américain? Donc, à la cantine, il y a les geeks autour d'une table, il y a les athlètes autour d'une autre table, une troisième table avec les top modèles. Mais il y a ces cliques-là, un groupe fermé de personnes qui pensent pareil, qui ne souhaitent pas accueillir de nouvelles opinions. On détecte ça dans la politique des jeunes, mais là, on parle des questions légères, les préférences sportives ou musicales. Mais maintenant, on aborde les questions plus importantes comme le changement climatique avec la même approche. Et donc, ça nous divise. Et si on fait partie d'un groupe, on ne peut pas interagir avec les autres pour échanger des idées. Moi, je ne m'attends pas à voir de bons résultats aujourd'hui ni demain. Mais je crois que le message doit être amélioré avec la culture. Aujourd'hui, tout devient plus sophistiqué, plus technologique, plus rapide. Il faut, pendant tout ceci, protéger notre humanité, ce qui nous rend empathiques. C'est l'art, la culture. Les technologies nous permettent d'accomplir pas mal de choses, mais qu'est-ce que c'est que l'on souhaite accomplir? Et comment est-ce qu'on interagit avec les autres? Ça, c'est déterminé par les compétences douces. Donc, l'être humain doit être aussi civilisé que les technologies déployées. Si on perd cette capacité d'interagir dans la vraie vie, alors les gadgets technologiques ne vont pas nous rendre service dans la vraie vie. On est juste en train de se polariser. Je sais que les jeunes se saisissent de cette opportunité, mais je crois qu'il est important de comprendre son propre point de vue et le point de vue de l'autre, puisqu'on ne peut pas se permettre de perdre l'art du désaccord.
Chers amis, alors j'ai pas reçu de questions en ligne sur la tablette qui m'a été donnée. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous dans la salle qui veulent en poser une directement. Vous pouvez éventuellement, si vous en avez. Allez-y, on va vous entendre, je pense. Si vous avez un micro pour madame, c'est très bien. Et madame, attention. Hein. Parce que j'ai une enfant qui ne veut pas d'enfant. Vous avez une enfant qui ne veut pas d'enfant. C'est pour ça. Merci beaucoup pour ce débat et de partager votre vision. Et puis merci d'être près de nos jeunes. J'ai une question parce qu'on parle des jeunes avec... ils recherchent du sens, ils sont engagés, notamment dans l'environnement, mais pas que. Et on a aussi dit ils sont poussés par des réactions immédiates, déformées par les médias sociaux. Puisqu'on est dans un forum économique, je voudrais savoir quelle est votre vision de l'intérêt des jeunes pour l'argent. Donc on a parlé sens, climat. Quel est leur rapport? On est dans une société de consommation, donc les médias sociaux, etc., le clic, l'e-commerce, etc. Quel est le rapport des jeunes, selon vous, à l'argent? Quelqu'un a-t-il un élément de réponse? Quelqu'un veut-il prendre la parole à ce sujet? Allez-y. Nini. 1-2 minutes max, please. Merci. En fait, moi, j'ai étudié dans un programme qui souhaitait augmenter les compétences des jeunes dans le finance. Je parle pour mon pays aujourd'hui, mais peut-être que ça vous parle également. Les jeunes, souvent, sont un peu ambivalents vis-à-vis de l'argent. Et en Finlande, on n'aime pas parler de l'argent. Et lorsqu'on ne parle pas de quelque chose, cette chose devient un peu anxiogène. Et c'est la même chose que du capitalisme et le marché. Les jeunes ne comprennent pas toujours tout cela. Ils ont une mauvaise opinion. Donc, la société réfléchit plus sur l'entrepreneuriat, les affaires, faire des choses, plutôt que sur la société. Donc, les accords sur les investissements qui protègent les combustibles fossiles, ça n'a rien à voir avec une liberté. Ce n'est pas une question de marché libre ni d'argent, c'est les incentives, les incitations qui sont mises en place qui nous interpellent. Jean-Hervé Lorenzi, de terminer notre 43e session exactement à 12h10. Il est 12h06, ça peut passer, Pauline Rossi. Je ne sais pas si vous voulez nous donner un mot de conclusion avant de remercier notre panel et de pouvoir aller assister à la déclaration finale de notre président Jean-Hervé. D'accord, je vais être très rapide. Je suis très contente de cette session qui nous a permis d'entendre des voix peut-être un peu différentes de ce qu'on avait entendu dans les autres sessions, qui étaient parfois un peu franco-françaises à mon avis. Donc je suis contente qu'on ait eu des intervenants de tous les pays du monde qui nous ont montré qu'effectivement les jeunes ne veulent pas forcément la même chose dans les différents pays, et puis leur place n'est pas la même selon que l'économie est en croissance ou plutôt en déclin. Et donc, je suis très contente qu'on ait entendu tout ça, et j'espère que ça va aussi encourager, inspirer les jeunes qui étaient là aujourd'hui à s'engager dans différentes formes d'action pour atteindre les objectifs qui sont les leurs. Voilà. Merci à vous. Merci Lily Kong from Singapour, Nini Nora, thank you, Nabil Ayouch, Omar Victor Diop, et merci à Pauline Rossi d'avoir mené depuis plusieurs semaines de main de maître la préparation de cette table ronde. Merci, je vous souhaite une bonne fin de rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Déclaration finale signée Jean-Hervé Lorenzi et l'ensemble de l'équipe du Cercle. J'en ai vaguement entendu parler, je peux vous assurer que ça va être épais et lourd, donc ne la ratez pas.